Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on a une demande spéciale ici pour analyser la compagnie Lexibook. Donc, c'est une compagnie que je ne connais pas. Donc, comme je ne connais pas la compagnie, je suis allé sur les rapports financiers directement ici, enfin, au niveau du site web ici, par les rapports financiers. Essayer de voir à peu près qu'est-ce que l'entreprise faisait. Donc, c'est un vendeur de jouets, en fait. Donc, ils vendent des jouets sous leur propre marque, mais également d'autres, je pense qu'également, ils vendent d'autres marques de jouets. Mais c'est surtout, le business model est surtout centré sur les marques Lexibook. Je n'en ai jamais utilisé, mais je me rappelle que pour les enfants, il y a souvent des Lexibooks, c'est comme des tablettes, des choses comme ça, des trucs pour des bébés, quoi. Donc, ça, c'est bien. Donc, c'est un vendeur de jouets, c'est une bonne chose. Donc, maintenant, on va aller regarder au niveau des rapports financiers ici. Vous savez que notre analyse ici est basée sur une chose. On recherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PR moyen, la dette nette et la qualité de dividende. Donc, on peut déjà voir ici que c'est une entreprise de 25 millions d'euros en termes de capitalisation boursière, trop petite. Franchement, c'est difficile. Pas que c'est difficile, mais j'évite généralement les entreprises de cette taille-là. Parce que techniquement, si vous avez de la qualité, je pense qu'on va commencer à vous voir aux alentours de 1 milliard en montant en termes de capitalisation boursière. Je ne dis pas qu'il y a des entreprises, il n'y a pas d'entreprises extraordinaires avec ce niveau de capitalisation-là, mais c'est très, très, très rare. D'accord? Donc, on y va directement. Donc ici, on regarde ici le revenu, on regarde l'état du revenu sur les 10 dernières années. On voit que le revenu ici, voilà, depuis 2016, décroissance. Et la croissance a commencé 2020-2021. Posez-vous la question, est-ce que la pandémie est passée par là? Parce que tous les résultats de 2020, 2021, 2022 pour toutes les entreprises, je veux savoir si la pandémie est passée par là, s'il n'y a pas eu un effet Covid. Attention, ici, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Donc ici, qu'est-ce que j'observe ici? Je vois que c'est une entreprise qui n'a pas, voilà, elle n'a pas de revenus, elle a plutôt des revenus stables, mais voilà, on peut dire actuellement que la période actuelle est exceptionnelle. Est-ce que les revenus ici ne vont pas ressembler à quelque chose comme ça l'année prochaine? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est correct. Maintenant, on va au revenu opérationnel. Vous allez voir, je ne vais pas prendre le niveau de revenu ici parce que je vais passer par autre chose. Donc, vous allez voir ici, le bénéfice opérationnel est en dents de scie. C'est bien d'avoir des revenus, mais vous voyez qu'entre 2015 et 2020, c'est une entreprise qui a souffert. Vous pensez qu'elle s'autofinance comment? Elle a dû émettre de la dette ici pour s'autofinancer. Donc, quand on regarde au niveau des net income ici, des bénéfices nets, vous voyez que les bénéfices nets, également depuis 2016, il n'y a presque rien du tout. En 2021, 2022, on a des bénéfices nets. C'est une bonne chose, mais les bénéfices nets, c'est correct, mais les free cash flow sont plus importants. Quand on regarde les free cash flow ici, c'est une autre histoire. On n'a pas de free cash flow cette année. Pourtant, on a des revenus extraordinaires, on a des bénéfices nets extraordinaires. À quoi est-ce que c'est dû? On va dans les rapports financiers et quand vous allez regarder ici, alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, donc il va se reconnecter. Et en fait, tu m'as posé la question à savoir, c'est quoi la marge but d'autofinancement? Ok, la marge but d'autofinancement, en fait, c'est simple, on prend les résultats nets plus la dépréciation, amortissement et on fait moins. Et c'est ce qui représente la marge but d'autofinancement, plus quelques modifications. Tu vas voir ici qu'on a le bénéfice net, plus dépréciation, amortissement ici, plus quelques variations. De toutes les façons, la grosse partie, c'est vraiment ça et ça. Ok? C'est ça qui donne la marge but d'exploitation. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va calculer la marge but d'autofinancement, mais ce n'est pas avec ça qu'on va calculer les free cash flow. Le free cash flow, en fait, c'est le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles moins la dépense en capital. Donc la dépense en capital peut être la dépense en l'acquisition d'immobilisation incorporelle ou acquisition d'immobilisation corporelle. Donc de toutes les façons, quand on met acquisition, il faut aller vérifier est-ce que ça fait partie de la dépense en capital ici pour eux. Mais dans tous les cas de figure, c'est ça. Ces deux-ci. OK? Donc, quand on arrive ici, tu te rends compte, ou bien j'aime tutoyer, c'est pas par manque de respect, mais généralement, c'est l'habitude que j'ai ici au Canada, c'est de tutoyer, donc c'est pas un manque de respect. Donc, tu te rends compte que quand tu arrives ici, nous avons une entreprise qui a près de 3 millions d'euros en termes de bénéfices, d'accord? Marge but au financement de 5 millions 600, 100 millions d'euros ici, mais en flux opérationnel, zéro, négatif. Pourquoi est-ce que c'est négatif? Tu vas te rendre compte d'une chose ici. Regarde cette partie-ci. Oh là, je vais arriver ici. On a moins 7 millions ici en diminution, en augmentation des stocks. Donc, c'est-à-dire que l'inventaire a augmenté. C'est pas généralement bon signe d'avoir un inventaire qui augmente drastiquement comme ça. C'est pas également prévoir que quand un inventaire augmente, peut-être que c'est parce que le management ici prévoit une dépense, des revenus supérieurs, enfin pas des revenus, mais prévoit qu'il y aura des achats supérieurs en période de fête parce que les jouets ici se négocient généralement, c'est la grosse période sur le 4e trimestre de chaque année, donc au mois de décembre par là. Donc ici, peut-être que c'est en prévision du trimestre du mois de décembre de cette année-ci, c'est en prévision de cette année-ci, d'accord, vu qu'il y a des contraintes au niveau de l'approvisionnement. Également, tu vas constater une chose, c'est une des raisons, et je ne sais pas si c'est le cas, c'est pour ça que quand on met note 7, tu vas aller regarder la note 7, à quoi c'est dû,
D'accord? Faites attention aux petits points. Note 22, va lire la note 22. Note 8, va lire la note 8. Ici, tu vas voir une chose. Augmentation, diminution augmentation entre parenthèses, diminution des clients et comptes rattachés. Le compte client. En fait, le compte client, ça veut juste dire qu'on a ceux qui ont pris la marchandise chez nous ont payé en majorité à crédit. Tu vois ce que je veux dire? Compte client. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le 3 millions que tu vois ici, on a presque ce montant-là ici, donc en fait, c'est zéro. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut coller les free cash flow et les net income, parce que je peux avoir des bénéfices nets, mais je n'ai pas de free cash flow, justement parce que j'ai vendu à crédit. Donc, les free cash flow, c'est le cash que l'entreprise a vraiment reçu. C'est ça le nerf de la guerre. Donc ici, cette entreprise n'a pas reçu de cash cette année. Il n'y a rien eu, rien du tout. D'accord? Donc, au point où ils ont à peu près 2 milliards, 2 dollars de déficit. Excusez-moi, je dis toujours milliards parce qu'à chaque fois, j'ai l'habitude de traiter avec les milliards. Bon, j'ai pas encore de milliards, mais bon, ça arrive, ça arrive. Donc ici, 2 millions d'euros ici en moins. En plus de ça, il y a une dépense en capital de 200 000 euros. D'accord? Ça fait déjà près de 2 600 000 euros par là à dépenser. Tu penses qu'on va aller prendre cet argent où? On va augmenter la dette à court terme ou la dette à long terme par là. C'est pour ça que le cash augmente, le flux de trésorerie, enfin le cash disponible augmente. Enfin, ils avaient une trésorerie d'ouverture de 3 millions ici, mais vu qu'il y a des différences ici, tu vois qu'on a perdu 2 millions ici, moins 200 000 ici, plus ce qui est ici, la différence va nous donner à peu près ça, d'accord? Et cette différence, on l'enlève par rapport au cash qu'on avait. Donc, le free cash flow n'a rien à voir avec le cash qu'on a à la fin de la journée, parce que dans le free cash flow, si on fait des acquisitions, si on repaye la dette, si on paye les dividendes, si on rachète des actions, ça va diminuer le cash, d'accord? Donc, il faut prendre tout ça en considération. Donc, généralement, bêtement, on peut dire ceci. Le cash qu'on va retrouver en supplément ou bien en moins, ça sera flux de trésorerie opérationnel, moins investissement, bien flux de trésorerie lié aux investissements, moins flux de trésorerie lié au financement. D'accord? Grosso modo, c'est ça. Donc, on va faire simple ici. Donc, ici, nous avons une entreprise qui nous a dit qu'on avait 4 millions d'euros en termes de bénéfices nets, mais on a des free cash flow négatifs. OK, ça veut dire qu'on n'a pas gagné d'argent ce trimestre-ci, même si le trimestre est extraordinaire. C'est une entreprise qui a des revenus extraordinaires, enfin, des revenus, enfin, elle a eu de bons revenus cette année de 4 millions, de 45 millions, mais il n'y a pas de free cash flow. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que moi je dois prendre ici en termes d'analyse? Regarde est-ce que je vais faire. Regarde une entreprise qui n'a presque jamais gagné d'argent. Est-ce que moi je vais sous-entendre que cette fois-ci, ça sera différent pour le futur? Non, je n'ai pas envie de tomber dans ce piège-là. Je vais faire simple. Cette entreprise a souvent eu l'habitude de gagner au moins en moyenne 1 million quand tout allait bien. 1 million d'euros par là. Aujourd'hui, on a 4 millions d'euros, mais c'est peut-être une période exceptionnelle. Mais même ça, le 4 millions d'euros, il n'y a pas de cash qui est rentré. Qu'est-ce que je dois faire réellement ici? Je peux l'évaluer en prenant la moyenne de l'industrie et en prenant en compte la valeur d'entreprise sur le revenu pour essayer de voir quelle est la moyenne. Mais je vais passer directement par autre chose. Admettons qu'on rapporte à peu près 1 million d'euros chaque année, d'accord? Ça, c'est une entreprise que je ne paierai jamais à plus de 15 fois les bénéfices, même s'il y a de la croissance, parce qu'elle est trop petite, d'accord? Donc, une fois que c'est dit, je prendrai 1 million d'euros en termes de cash flow. Dis-toi ici que c'est quelque chose de purement... Voilà, je prends 1 million d'euros en termes de net income, parce que c'est ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, qu'on avait les 45 millions ici, d'accord? Et il ne me semble pas que les marges bénéficiaires aient augmenté entre-temps. Donc, quand je vais regarder ici au niveau de financial, au niveau de gross margin, on va juste comparer les marges brutes par rapport à ce qu'on avait précédemment ici, histoire de voir à peu près si on a quelque chose de différent cette année. Donc, tu te rends compte qu'on a eu 45, on a eu à peu près ce montant-ci en 2016. On va comparer avec les marges brutes de 2016 ici. Qu'est-ce que ça nous donne? On a moins de marge. Par rapport à 2016, on a à peu près les mêmes marges brutes. Mais comment on peut avoir les mêmes marges brutes qu'en 2016, mais avoir des revenus plus élevés? Peut-être parce qu'on dépense moins en termes de dépenses opérationnelles. Mais je ne peux pas faire confiance à cette entreprise ici. Elle est trop petite. Il y a trop de... Voilà. Il faut lire les rapports financiers, c'est sûr. Mais ici, ça ne me donne même pas déjà l'envie de continuer. Je n'ai pas envie de m'embrouiller, de mettre du temps pour investir, pour regarder des compagnies qui ne vont pas m'intéresser à la fin de la journée. C'est pour ça qu'on fait un filtre déjà en regardant les états financiers. Là, déjà, je vois que c'est une entreprise qui n'a pas l'habitude d'avoir des résultats et des revenus extraordinaires. Donc, c'est déjà de questionner la période actuelle. D'accord? Donc, quand on regarde ici, je prends 1 million. Tu peux être d'accord, tu prends ton 2 millions, mais il faut être certain que l'entreprise puisse au moins rapporter minimum ce 2 millions-là par an. Et déjà, on peut voir ici que c'est une entreprise qui te mentionne que j'ai rapporté à peu près 4 millions cette année, mais il n'y a pas de free cash flow, c'est-à-dire qu'on vend à crédit, donc c'est-à-dire que c'est pas entre parenthèses, mais c'est une certaine arnaque à la fin de la journée. Parce que je connais pas, c'est très commun pour certaines entreprises malhonnêtes de le faire. Je ne dis pas que Lexibook est malhonnête, mais je ne veux pas, comment est-ce que vous pouvez avoir des bénéfices nets de 4 millions, mais ne pas avoir de free cash flow?
Ça n'a pas de sens. Soit disant, vous avez investi massivement pour le besoin en fonds de roulement, etc. C'est compréhensible. Mais ça ne sera pas avec mon argent. D'accord? Donc, moi, je vais garder ça en observation. Je vais passer à autre chose. Surtout que je sais que ce domaine-ci, c'est un domaine assez compliqué. Si cette entreprise a des avantages compétitifs, elle se fera racheter ou bien la croissance sera tellement énorme qu'à un moment donné, elle nous donnera un autre point d'entrée. D'accord? Donc, moi, j'ai pris 1 million d'euros ici. Je suis arrivé ici simplement. Je prends 10, 13, 15 fois les bénéfices. Mais multiplié par 1 million ici, ça fait 10 millions moins 7 millions. Divisé par le nombre d'actions, on a 40 sous ici. D'accord? 40 centimes. Ici, on a 79 centimes en prenant 13 fois les bénéfices. Et là, on a 15, et là, on a 1 euro en prenant 15 fois les bénéfices. OK. Je sais que j'ai été assez pessimiste ici, mais c'est normal. Je veux me protéger au maximum. OK? Je ne peux pas sous-entendre ici qu'on a 4 millions d'euros alors que l'entreprise en elle-même, on n'a jamais vu la couleur de ces 4 millions d'euros-là et elle n'a jamais eu des bénéfices pareils par le passé, ni des free cash flow pareils. Admettons même qu'on arrive à 4 millions d'euros, on va se dire qu'ici, en date d'aujourd'hui, en prenant 10 fois les bénéfices, on est sensiblement à un prix correct. Mais je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Et je vais dire simplement une chose. Cette entreprise-ci passe à autre chose. Ce n'est pas une entreprise de qualité. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Passe à autre chose. Je te prends l'exemple d'une entreprise qui vend des jouets. Mattel, par exemple. Et le secteur des jouets, c'est un secteur assez compliqué, surtout avec la venue des jeux vidéo. C'est pas facile de faire son trou dans ce domaine-là. Donc, si Lexibook est une entreprise de qualité, elle va se faire acheter. En fait, je le dis parce que ça me rappelle une entreprise sur laquelle j'ai fait une erreur d'investissement il y a très longtemps. Enfin, quand je dis il y a très longtemps, je parle comme si c'était aux environs de 2014-2015. L'entreprise en question s'appelait Leapfrog. Leapfrog en question, j'ai lu les rapports financiers, etc. Je me disais que non, le marché a tort de signifier que Leapfrog ne représente pas une opportunité d'investissement. Surtout que je pense qu'il y aura toujours des enfants qui vont consommer des jeux, des jouets qui vous permettent de rester éveillé. Donc des jouets d'éveil en fait. C'était ça leur truc. Ils vendaient des jouets en fait pour permettre à votre bébé de développer ses neurones rapidement. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je suis tombé amoureux du produit. Mais en fait, moi, je suis tombé amoureux du produit, mais ce n'est pas un produit qui se vendait aussi facilement que ça. Donc, elle n'avait pas la marge de manœuvre de Mattel, par exemple. Elle n'avait pas le même espace au niveau enfin, pas des étalages, mais vous voyez l'espace au niveau quand vous arrivez dans les magasins. Donc, plus vous avez plus le public recherche vos produits, plus les magasins vont vous mettre en avant, en valeur. Et parfois, ces places-là même se vendent en fait dans les magasins. So, Coca-Cola va peut-être exiger, par exemple, s'ils vont dans un magasin, d'être en avant, d'accord, au lieu d'être en arrière. Bon, à la fin de la journée, c'est un exemple. Donc, il y a quand vous regardez Mattel, par exemple, c'est pas une entreprise, en termes de revenus, on est plutôt stable. Et dans Mattel, laissez-moi vous dire qu'il y a, dans Mattel, ici, Mattel Inc., c'est Barbie. D'accord? On a Barbie ici dans Mattel. Je sais qu'ils ont un concurrent, mais j'oublie le nom de leur concurrent que je préfère par rapport à Mattel. Leur nom m'échappe en fait, parce qu'ils sont deux grands leaders dans ce segment d'activité-ci. Mais bon, c'est pas une vidéo sur le secteur du jouet ici en tant qu'affaire. Mais ici, dites-vous que Mattel ici souffre. C'est pas une entreprise qui a un revenu extraordinairement élevé. Donc vous voyez qu'eux également, ils souffrent sur les dernières périodes depuis 2016 en passant. Et ça coïncide également avec le domaine du jouet, ça coïncide également avec l'entreprise en question. Donc tu vas te rendre compte que c'est à peu près la même tendance. Hein. On a une baisse ici depuis 2016 à peu près et on a une croissance cette année-ci pour revenir à peu près à des revenus qu'on avait en 2016. Ça peut être une tendance dans le domaine du jeu en lui-même. Ça peut être une tendance de fond. Peut-être que c'est un domaine qui est en train de se reprendre présentement. Mais dis-toi que eux, par contre, est-ce qu'ils avaient des free cash flow? On va juste aller vérifier ça ici. Parce que Mattel également, je sais qu'ils ont souffert pendant plusieurs années. Peut-être qu'également, on ne va pas se dire que Lexibook est une mauvaise entreprise. Oui, je pense que c'est le secteur en lui-même qui a souffert à la fin de la journée. C'est le secteur en lui-même. Donc, je pense que c'est une question qui est liée au secteur. Parce que même Mattel a souffert. Tu te rends compte, Mattel souffre. Combien de fois une entreprise comme Lexibook. Et là, je parlais de Hasbro ici parce que c'est l'exemple de Hasbro que je voulais prendre ici. Parce que Hasbro est de meilleure qualité que Mattel. Alors, on va regarder ici, je ne vais pas faire une vidéo sur Hasbro ou bien Mattel, mais juste pour vous montrer laquelle parmi les deux a souffert pendant la période difficile que ce secteur-là a eu depuis au moins 2016. Tu te rends compte que Hasbro ici est en croissance plutôt depuis cette période-là. D'accord? Donc, elle ne souffre pas de la même façon que les autres. Et elle a des free cash flow à peu près stables par là. Enfin, on va parler des net income, mais je pense que les free cash flow, c'est également la même chose, à peu près stable par là. Donc, faites attention au domaine du jouet. Ce n'est pas parce qu'on vendait des jouets que ces jouets-là sont également demandés. Et les enfants sont de plus en plus connectés eux-mêmes aujourd'hui. Donc, un parent peut faire acheter une tablette Apple que d'acheter des jouets. Voilà. Moi, personnellement,
Pour les enfants, je préfère des jouets d'éveil en fait, à la fin de la journée, des livres, des choses comme ça que des tablettes. Je ne pense pas que la tablette soit la meilleure chose pour un enfant, surtout quand il développe ses neurones. Ces gens-là même qui nous vendent ces tablettes-là, leurs enfants n'utilisent pas ça pour pouvoir développer leurs neurones. Donc faites attention, si vous êtes des parents, c'est vrai que les enfants, ça les calme, mais forcez-les à utiliser autre chose. Sortez, allez jouer au foot, des choses comme ça, c'est encore mieux que de rester devant une tablette à regarder des gens qui chantent à la télé ou des Dora l'exploratrice, hein, des trucs comme ça. Je n'ai pas de problème avec Dora. Je pense qu'on apprend également avec ça, mais je préfère que mon enfant s'asseye encore et lise un livre pour enfants avec de la musique ou des choses comme ça pour apprendre à compter que d'aller faire ça sur une tablette. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes des parents et si vous préférez ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un truc que moi, de mon côté, je n'aime pas les tablettes pour les enfants personnellement. Alors, ici, on se dirait une chose, Lexibook, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Passe à autre chose, ne regarde pas ce genre de compagnie-là. C'est bien d'avoir lu les rapports financiers. Tu verras qu'à la fin de la journée, tu as perdu peut-être 1 heure ou 2 heures de temps. Mais tu as également appris quelque chose. Ce n'est jamais une perte de temps totale. Intéresse-toi, si c'est un business qui t'intéresse, va regarder les leaders dans ce segment d'activité-là. Parfois, quand tu regardes une entreprise qui est petite, regarde les leaders et pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel pour que moi, je m'intéresse à elle? D'accord? On peut aller en termes de PER. Tu vois que le PER ici, on n'a même pas, on se dit, il y a de grandes chances que ce ne soit pas un PER durable. D'accord? Donc, gardons ça à côté et passons à autre chose. On va se dire ici que Lexibook, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Et laisse-moi te dire que ça ne veut pas dire que Lexibook ne se fera pas racheter par une autre entreprise, surtout s'ils ont un produit de qualité. D'accord? Mais est-ce qu'on peut judicieusement et honnêtement se dire qu'on pourra correctement évaluer cette entreprise aussi avec le niveau de connaissance qu'on a en se limitant aux états financiers? Je te dirais clairement que non. Ici, cette entreprise pourrait être intéressante pour un entrepreneur qui veut faire une consolidation dans le domaine du jouet. Parce que je ne dis pas que Lexibook n'a pas d'avantage compétitif au niveau de la propriété intellectuelle, mais ça ne se voit pas au niveau des chiffres. Et tant que ça ne se voit pas, je pense que ce n'est pas avec mon argent que ça va se voir. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.